Bonjour à tous, alors bienvenue pour ce nouvel audio. Donc aujourd'hui, comme promis, je vais faire la FAQ, la foire aux questions, que je devais faire jeudi soir en live. Bon, je suis désolé, ça n'a pas pu se faire à cause de ma connexion, qui était très mauvaise. Dans un moment, j'ai réussi à me connecter, mais il n'y avait pas de son apparemment sur le chat, donc j'ai préféré arrêter et faire ça en différé. Alors déjà, je voulais vous remercier pour les 1000 abonnés. Même moi, je suis presque le premier surpris, parce que j'avais ouvert la chaîne en me fixant comme objectif les 1000 abonnés, mais je pensais les atteindre en plusieurs années, quoi. Je pensais pas que ça mettrait un an, donc je suis agréablement surpris, surtout que j'étais venu un peu à reculons sur YouTube, parce que j'ai vraiment beaucoup de mal avec la technologie, Internet en général, mais bon, c'est un passage obligatoire apparemment pour se donner un peu de visibilité. Alors donc cette petite audio, je vais répondre aux questions que vous m'aviez posées en commentaire des vidéos, revenir aussi sur quelques points, pas vraiment de désaccord, mais plutôt d'incompréhension des fois par rapport à mon discours, parce que c'est des choses que je revois souvent justement en commentaire. Et voilà, ça sera déjà pas mal. Alors je vais commencer, donc c'est par une question très générale de Fabrice Mercier, que je remercie d'ailleurs pour ses encouragements réguliers. Donc il me demandait en fait pourquoi je préférais qu'on m'appelle historien des religions, ou j'allais dire comment je me définissais. Donc je dis historien des religions car je me place vraiment d'un point de vue extérieur. Donc art religieux, pas irréligieux, hein, je respecte tous les croyants, mais moi personnellement je ne suis pas spécialement ni croyant ni pratiquant. Donc je me place en tant qu'historien des religions. Je me place pas non plus comme Guénon en tant que, je sais pas, ésotériste ou métaphysicien. Je pense pas en avoir les capacités. Donc voilà, historien des religions. Il me posait aussi la question sur le livre sur Platon, parce que je pense que mon prochain livre, ce sera un petit livre sur l'ésotérisme de Platon. Je vous renvoie d'ailleurs à cet audio hein, qui s'intitule l'ésotérisme de Platon, sur le fait que Platon est, selon moi, un maître spirituel plus qu'un philosophe profane comme on en fait à l'université. Donc voilà. Donc général. Ce livre, vous voyez, quand je crée un livre, bon déjà je réfléchis sur le sujet bien sûr en amont, donc ça prend un temps indéfini. Et ensuite je fais, on va dire, comme un squelette, hein. Je fais des grandes parties, ensuite je remplis les idées principales que je veux développer dans chaque partie, et ensuite je me mets à la rédaction. Donc pour l'instant j'ai encore rien rédigé du tout sur ce livre, et j'ai plus ou moins mon plan général, et donc je fais mes recherches de citations à droite à gauche, je relis Platon, et donc ça se fera petit à petit. De toute manière, j'ai déjà publié une dizaine de livres, et je veux pas gratter et écrire pour écrire, hein, c'est déjà pas mal. Je pense que j'ai écrit 3 grands livres vraiment qui résument généralement ma pensée, hein, le Métaphysique du Moyen-Âge, le Symbolisme du Centre et le Homo Mythologicus. C'est des livres d'à peu près 200-300 pages. Donc c'est vraiment les sujets qui m'intéressent prioritairement. Et après j'ai fait plein de petites études pour repréciser des points. Et donc ce livre sur Platon, ça sera un petit livre que sûrement j'auto-publierai. Donc je sais pas, on peut dire en 2020 ou 2021. Alors toujours par rapport au sujet de l'écriture, il y a Iner O qui me parlait du livre Diablerie de foule, et il me demandait combien de temps ça m'avait pris pour l'écrire, parce que effectivement c'est un livre très synthétique. Alors là je lui dirais que la rédaction franchement m'a pris 3 à 4 semaines. Je l'ai vraiment écrit très rapidement ce livre, mais alors avant le temps de digestion est je pourrais pas dire, hein, peut-être d'une dizaine d'années, hein, car
je m'intéresse à l'histoire des religions, à la mythologie et aussi au contrôle des masses et au conditionnement humain, j'allais dire depuis l'âge de 15 ans. Et j'ai commencé à véritablement écrire aux alentours de 30 ans. Donc vous voyez, il y a on va dire au moins une dizaine d'années de lecture et de réflexion avant de pouvoir écrire sur un sujet, quoi. Et je pense d'ailleurs que c'est le principal, c'est très difficile, je pense, de se dire, tiens, ce sujet m'intéresse et quelques semaines après commencer la rédaction. Je pense que vraiment il faut s'intéresser un peu à tout, comme je vous le dis, lire les livres principaux qui ont été écrits sur ce sujet, regarder des conférences et la réflexion personnelle, la discussion avec des amis. Donc je ne pourrais pas donner combien de temps m'a mis pour écrire un livre, quoi. Il y a toute une période invisible en amont qui n'est pas chiffrable, quoi. Donc voilà, mais généralement, une fois que je me mets à l'écriture d'un livre, c'est assez rapide, j'allais dire presque, bizarrement, c'est la partie presque la plus facile, quoi. Alors voilà, sinon j'ai une question de Wakaman sur la mode du néopaganisme actuellement. Donc j'allais dire, on est à une période d'oubli spirituel où les gens sont en manque de spiritualité. On est dans un monde totalement matérialiste et horizontal, et l'homme, comme dirait Jésus, ne vit pas que de pain. Donc il y a des gens qui vont vers toutes sortes de spiritualité, hein, tout ce qui va être le New Age, même j'allais dire, quand je pense aux cathos tradis, enfin, on voit que tout est divisé dans les grandes religions, donc chacun fait un peu à sa sauce à notre période, hein, et comme je le dis, j'en reparlerai au niveau de l'initiation. Pour moi, la cause première de la modernité et de la décadence actuelle, c'est le fait qu'il n'y ait plus de maître spirituel, justement, que les hiérarchies sociales ne sont plus respectées. Dans un monde traditionnel, c'est l'élite spirituelle, les initiés, si on veut, que ce soit au niveau spirituel, guerrier ou artisanal, qui s'occupent de leurs ouailles. Et comme je le dis souvent, il y a toujours, allez, on va dire 10% d'élite qui dirigent 90% de suiveurs, et si on a des mauvais bergers comme à notre époque, tout le monde est perdu. Donc le paganisme est très intéressant, hein. Moi personnellement, je m'intéresse presque plus au paganisme et à la culture indo-européenne que à la culture abrahamique, on va dire, qui me parle pas énormément, à part peut-être le soufisme du Moyen-Âge, bien sûr le Coran, mais bon, comme j'allais dire, c'est presque protestant, hein, ce que je vais dire, je me fais mon interprétation personnelle, hein, je n'ai aucune confiance aux clercs de notre époque, hein. C'est eux la cause d'ailleurs de notre décadence, et qui n'assument plus leur rôle. Et pareil pour le christianisme, j'aime beaucoup le Nouveau Testament, les pères de l'Église, saint Thomas d'Aquin, mais bon, tout ça a 500 ans, quoi. Donc les néo-païens d'aujourd'hui qui nous parlent de Zeus en costard-cravate, ça me fait doucement rigoler, mais pas plus que les autres traditions avec un petit T qui sont mortes, je vous le dis, enfin selon moi, depuis bien longtemps. Alors ensuite, j'ai une question, justement, ça rejoint là ce que je vais dire, de Chicken Coop, sur mon avis sur l'Ancien Testament. Donc ce commentateur, je suppose, s'intéresse aussi aux traditions et un souci avec l'Ancien Testament. Et donc je lui avais répondu que moi j'étais sur la même longueur d'onde, hein, j'ai lu énormément de textes sacrés, de mythologie des quatre coins du monde, mais pour moi l'Ancien Testament c'est vraiment immoral au possible. Je suis jamais d'accord avec la conclusion, et vous voyez, quelqu'un comme par exemple René Guénon place l'Ancien Testament dans la grande tradition avec un grand T, et moi c'est complètement inacceptable pour moi, hein. C'est tout, et j'allais presque dire
selon moi, hein, c'est le Yahvé de l'Ancien Testament, c'est Satan ou Iblis pour les musulmans et les chrétiens, quoi. Donc j'ai pas mal de soucis avec ça depuis très jeune. Hein, depuis très jeune, les histoires de Yahvé qui ordonne au peuple juif de tout détruire, de couper les arbres et de se garder les femmes nubiles pour leur bon plaisir. Je trouve ça immoral. L'histoire d'Abraham qui dit que sa femme c'est sa sœur pour se faire bien voir du pharaon. Enfin tout ça c'est absolument pas ma moralité. Donc je crache pas dans la soupe, hein. Il y a des choses très intéressantes dans l'Ancien Testament, mais pour moi c'est des choses qui ont été empruntées soit à la tradition égyptienne, à la tradition sumérienne. Vous voyez, même la Genèse biblique, au bout de la 2e page, il y a déjà des contradictions. Donc pour moi c'est juste des fragments. Il y a aussi une influence perse. J'allais dire avant l'influence perse, il n'y a quasiment pas de spiritualité, hein, pour moi dans l'Ancien Testament. Donc, et à la fin, il y a l'influence grecque hellénistique. Donc pour moi c'est une sorte de patchwork où il y a un peu à boire et à manger. J'aime beaucoup par exemple l'Ecclésiaste, mais l'Ecclésiaste on sent vraiment une influence orientale et d'autres passages intéressants, mais ce qu'on appelle le Pentateuque, les 5 livres soi-disant écrits par Moïse, c'est des codes juridiques totalement horizontaux et totalement illogiques, quoi, en fait. Par exemple, je peux pas considérer Yahvé comme l'unité suprême. Je me fais une plus haute unité de l'unité suprême qui dit aux hommes de ne pas manger de héron, aux femmes de ne pas coucher avec des boucs. Enfin, je vois mal l'absolu, l'être suprême raconter ça, quoi. Donc pour moi c'est totalement horizontal et Yahvé c'est peut-être un peu exagéré en disant que c'est Satan. Dans une perspective chrétienne, on voit que ça n'a rien à voir avec Dieu le Père ou avec Allah du Coran. Et donc voilà, quoi. Alors ensuite, j'avais dit dans un audio avec Ralph que je conseillais de quitter la France. Alors, effectivement, moi je pense déjà avant tout de quitter les villes, quoi. Je pense vraiment qu'on va vers un chaos général. Je parle même pas de guerre civile comme on veut nous le faire admettre à notre époque, parce que pour une guerre civile, il faut des camps bien déterminés. Et je pense qu'il y a trop de divisions, trop de confusion dans notre société, donc je vois vraiment pas sous quelle bannière les gens pourraient se battre. Par contre, c'est un climat général malsain, quoi. Dès que vous voyagez à l'étranger et que vous revenez en France, vous sentez comme une espèce de chape de plomb, j'allais dire presque satanique, hein, quand vous revenez en France. J'ai l'impression que personne n'est à sa place, personne n'est content. Donc c'est plus à ce niveau-là. Et du coup, bah, si vous êtes plus jeune, je pense que d'aller voir ailleurs, ça peut être pas mal, et que si vous avez un talent particulier, quel que soit votre passion ou votre domaine de prédilection, vous pourrez plus vous développer dans d'autres pays, quoi. Alors après, moi je donne pas spécialement de conseils de pays, j'allais dire, il faut aussi regarder à droite à gauche, quoi. Et si on regarde les données, les chiffres internationaux à plein de niveaux, hein, au niveau de l'éducation, de l'insécurité, au niveau économique, au niveau politique, à tout niveau, la France, d'ici 10-20 ans, elle tombera au niveau de pays qui sont, comme aujourd'hui, je sais pas, le Mexique ou le Kazakhstan ou ce genre de choses. Donc si vous regardez ces pays aujourd'hui en 2019, vous verrez tout de suite à quelle sauce on va être mangé. Donc un monde de plus en plus violent, de plus en plus débile, sans aucune perspective d'avenir. Donc allez voir ailleurs, ça sera toujours mieux que la France, quoi.
Voilà, alors ensuite j'ai Blédard95 qui me demandait mon avis sur l'Odyssée et l'Iliade. Donc à lire absolument, notamment aux plus jeunes. Vous voyez, c'est presque les archétypes des récits d'aventure, des récits guerriers qu'on peut retrouver un peu partout dans la littérature, dans le cinéma ou dans les jeux vidéo. Donc plutôt que d'aller directement vers la sous-culture moderne, c'est très bien de commencer par l'Odyssée et l'Iliade, qui sont des livres, on va dire, intemporels, universels, hein, qu'on peut justement classer dans la grande tradition avec un grand T, avec une vraie morale, des vrais héros et des vrais questionnements philosophiques derrière. Ensuite, j'avais noté une question intéressante de Louis Hackett sur quelle était la forme de la Terre pour les peuples traditionnels. Donc en ce moment, bien sûr, il y a tout ce qui tourne autour de la Terre plate. Donc il peut y avoir des choses intéressantes, hein, dans les gens qui parlent de ça, mais bien sûr, la Terre est un globe. D'ailleurs, quand on dit que les anciens croyaient que la Terre était plate, je pense même que ça c'est faux. Je pense qu'ils savaient très bien que la Terre était un globe. Mais la vision du monde traditionnel part de la Terre, part de l'homme, par rapport au cosmos. C'est presque anthropocentrique. Donc du coup, le temps, l'espace est calculé par rapport à ici-bas. Et aujourd'hui, on est dans un monde décentré, donc la Terre, c'est juste un caillou rond qui tourne autour du Soleil. Mais si on a les pieds sur Terre, effectivement, on peut calculer les cycles en regardant les cycles du Soleil depuis ici-bas. Il faut aussi voir que tous les anciens mondes traditionnels, pour eux, leur monde s'amalgame avec le monde en général. Vous voyez, pour les Grecs, il y a leur cité, la Grèce, et derrière les montagnes, c'est peuplé de démons, c'est un monde obscur. On retrouve ça avec les anciens Égyptiens, on retrouve ça en Chine, où la Chine, c'est le monde, et à l'extérieur des frontières, souvent symboliques, de la Chine, c'est peuplé de démons, et c'est la vision traditionnelle qui, je rappelle, est un monde complètement fermé au niveau géographique, mais aussi au niveau du paradigme général, quoi. Et une fois que l'homme s'ouvre vers d'autres cultures, ça implique aussi une ouverture d'esprit, et c'est le début de la division, de la confusion, pour arriver à notre époque où le monde est complètement connu des quatre coins du globe. Et donc voilà, donc si vous voulez plus de précision là-dessus, je vous conseille vraiment mon livre Le symbolisme du centre, où là j'écris vraiment 300 pages là-dessus, parce que c'est vraiment des choses qu'on retrouve partout, quoi. Et je lui avais répondu que finalement, si on regarde la vision traditionnelle et comment les anciens percevaient le cosmos, le ciel étoilé, on a vraiment, je pense, une vision holographique, quoi. Comme une projection, comme si la planète Terre était un projecteur qui projetait sur une surface les étoiles, quoi. C'est-à-dire que le ciel est une matérialisation physique de ce que porte l'homme à l'intérieur, quoi. Un peu comme on pourrait dire une orange retournée, quoi. Et nous, c'est pas pour un homme traditionnel, le monde est en lui, alors que pour un homme moderne, c'est l'homme est dans le monde. Il est dans le monde, alors que pour un homme traditionnel, le monde est à l'intérieur de lui-même et se projette extérieurement, quoi. Et pour en revenir à la forme terrestre, on peut dire que la Terre est ronde, est sphérique, mais paraît plate au regard de l'homme, exactement comme le temps est cyclique, mais paraît linéaire au regard de l'homme. C'est-à-dire que l'homme est toujours dans un espèce de zoom sur un cycle ou sur une sphère, et ce zoom peut être considéré comme linéaire, quoi.
Et je pense que les anciens n'étaient pas si bêtes qu'on ne le croit et savaient très bien que la Terre en général était une sphère. Voilà. Ensuite, il y a Sohiba M qui me parle de la féminisation de la société et le fait que la dévirilisation des hommes, et il me demandait les raisons, les causes. Donc là, ça mériterait des émissions entières. Hein. Je vous renvoie d'ailleurs aux travaux de Ralph ou du bistrot des gentilshommes. Je sais qu'il y a aussi des travaux de Sylvain Durin sur le patriarcat, le matriarcat. Tout ça, il y a plein de choses intéressantes. Et d'un point de vue général, cette féminisation de la société, mais aussi cette virilisation des femmes, hein, aussi, c'est que plus personne n'est à sa place dans notre monde. Vous savez qu'il y a deux principes, un principe yin et yang, hein, on va dire, féminin, masculin. Et le but de l'homme sur Terre, c'est la connaissance de soi-même. Donc, si vous êtes une femme, le but c'est d'être une femme accomplie, et si vous êtes un homme, c'est d'être un homme accompli. Mais les deux ont des rôles différents et complémentaires. Et la cause de cette féminisation, ça participe au mouvement général d'indistinction, d'indifférenciation, de confusion générale, parce qu'on est dans un monde, on peut dire, de la marchandise, hein, pour parler comme les situationnistes. Et la marchandise, au bout du bout, c'est un cube en plastique. C'est ça aussi le règne de la quantité. Donc bientôt, vous voyez, comme je vous le disais par rapport aux grandes religions, elles se sont toutes adaptées à la modernité. Et pareil, maintenant c'est même anthropologique, les hommes et les femmes tendent à l'indifférenciation, il y a une espèce d'homme hors sol. On retrouve ça aussi au niveau des peuples, avec le métissage généralisé. Je parle toujours du général et jamais du particulier. Les gens font bien ce qu'ils veulent particulièrement, mais quand il y a des grandes vagues migratoires ou de métissage généralisé, et le peuple qui accueille et le peuple qui arrive, les deux s'indifférencient. Et donc ça, c'est un mouvement général de notre société de confusion. On pourrait penser d'ailleurs à des lois de la thermodynamique ou de la balistique, c'est-à-dire qu'on tend vers l'entropie et donc le plus en plus de divisions, comme imaginez une explosion, il y a de plus en plus de parties pour arriver finalement à une espèce de vide généralisé, quoi. Toute qualité est dissoute. Voilà, et donc, et même là pour le coup, la qualité masculin, féminin, qui est peut-être la plus primordiale, c'est peut-être même la première division dans le cosmos. On sait que l'unité, c'est bipolarisé en deux principes, ça on retrouve ça dans tous les enseignements métaphysiques, et même aujourd'hui, ces deux principes sont remis en cause et ne sont plus respectés, quoi. Voilà. Alors ensuite, donc sur l'initiation, donc ça c'est Riyad qui m'a contacté par mail pour me demander qu'est-ce que je pensais de la vidéo de Ralph sur l'initiation. Donc je vous renvoie à sa vidéo car dans les grandes lignes, je pense comme lui. Et comme je vous le disais au début de la vidéo, pour moi, l'entrée dans la modernité et la fin de la tradition, c'est marqué par la fin des maîtres spirituels. C'est-à-dire, il peut toujours sûrement y avoir des maîtres spirituels, mais ils n'ont plus leur mot à dire dans la société. C'est plus eux les bergers de la société. Donc ça sera soit des chefs temporels, des bourgeois. Donc selon moi, l'initiation, c'est une voie de garage. Et je pense que notre société est tellement compliqué à notre époque qu'avant de chercher à être initié, je dirais c'est déjà difficile d'être normal, quoi, de ne pas devenir fou, quoi. Si je devais prendre un exemple, je sais pas, dans un monde traditionnel, l'homme profane, il est à 1 sur une échelle de 1 à 5, et l'initiation, c'est d'arriver progressivement de 1 à 5. Et dans notre monde, j'ai l'impression que nous, on est à -3, -4,
Et si on peut arriver à -2, -1, pourquoi pas, et revenir à la normalité, ça serait déjà pas mal. Mais là, ça n'a rien à voir avec l'initiation, quoi. Donc je suis très sceptique à ce niveau-là. Et s'il y a des gens qui me disent il y a encore des maîtres spirituels, encore des initiations, bah, que grand bien à leur face, mais on aimerait bien les voir un peu plus à l'œuvre, quoi, parce que je pense qu'on juge un arbre à ses fruits, et un initié doit montrer sa qualification dans la matière. Donc un grand maître spirituel va produire des grandes œuvres théologiques ou philosophiques. Moi, j'en vois plus du tout. Un initié à l'art de la guerre, ça va être un grand guerrier. Aujourd'hui, j'en vois pas. Je vois des soldats qui appuient sur des boutons de gros canons, quoi. Et pareil au niveau artisanal, quoi. On voit plus de grands bâtiments, de belles choses. Il reste sûrement des gens qui savent faire encore des choses de leurs mains, mais je ne pense pas qu'il y ait l'apport spirituel en plus. Donc ensuite, il y a Joe Ziman qui me demande si la modernité et le confort est compatible avec le pérennialisme. Alors, bah, comme je viens de le répéter, bien sûr que non, hein. On est le fruit de notre époque. On ne peut pas vivre comme une personne du Moyen-Âge ou comme un soufi du désert du 8e siècle en 2019. Donc on fait ce qu'on peut. Hein. Moi j'ai tendance à penser que notre époque, c'est plus qu'il faudrait imaginer comme aussi une barque avec des trous d'eau partout, et il faut essayer d'écoper pour pas couler, quoi. Donc je pense pas du tout. Moi c'est pour ça d'ailleurs que je dis que je suis historien des religions. Je m'intéresse à des choses mortes, quoi. Comme un historien qui va s'intéresser à l'Empire romain. On ne lui demande pas de porter un casque romain et de s'habiller comme un romain du 1er siècle après Jésus-Christ, quoi. Donc essayer de surfer sur la vague, de chevaucher le tigre, et à notre époque il est assez gros, quoi, le tigre. Donc déjà essayer de ne pas lui donner des gros steaks à manger au tigre, essayer de le comprendre et de le combattre à son échelle avec ses propres moyens, quoi. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai comme autre question? Une question plus personnelle de Scara Fer, qui rejoint encore la question précédente sur est-ce que j'ai des enfants et comment vivre entre guillemets dans ce monde. Donc oui, j'ai un enfant. Je conseille d'ailleurs aux gens il n'y a plus que ça à faire, j'allais dire, faire des enfants, essayer de leur donner des bons principes, essayer aussi de réfléchir à une solution en dehors de la France, ou au moins à la campagne, parce que je pense que les villes vont être de plus en plus invivables, et effectivement c'est très difficile. On pourrait justement être complètement pessimiste par rapport à notre monde, mais justement il faut continuer. Si on ne se reproduit plus, de toute manière c'est terminé en une génération, c'est pas ce qu'on veut. Donc essayer de leur donner des bons principes, de s'adapter aussi à l'âge, hein. On peut pas chaque enfant a son unité personnelle, et essayer de la développer tant bien que mal. Et j'allais dire, moi au début, j'avais vraiment énormément peur pour mon fils, mais finalement, les enfants nous ramènent à l'intelligence première et nous montrent qu'ils sont pas si fous que ça, et ils comprennent avec leurs yeux d'enfant, sans qu'on ait besoin de leur dire, juste les driver et les mettre dans des bonnes conditions. Et ça va peut-être être un peu romantique ce que je vais dire, mais à partir du moment où il y a de l'amour, le principal est là, quoi, en fait. Donc élever vos enfants dans l'amour et ne pas tomber dans le pessimisme. Et je dis ça parce que j'ai énormément d'amis qui ont un fort potentiel, qui comprennent la dégénérescence du monde moderne
et qui pas refusent mais ne font pas d'enfants. Et j'allais dire, à notre époque, c'est les plus dégénérés qui se reproduisent le plus, donc les gens de qualité. Ça devrait être votre objectif principal de fonder un foyer et d'élever des enfants dans l'amour, quoi. J'allais dire, il n'y a plus que ça à faire. Et enfin, pour terminer, ça peut répondre un peu à tout en général. C'est tout ce que je remarque, c'est beaucoup d'incompréhension entre le général et le particulier. Et à notre époque, on nous donne, on va dire, des économies de pensée ou des camps à choisir, comme, je sais pas, par exemple, un Zemmour qui nous parle de guerre civile entre la France chrétienne, qui d'ailleurs n'existe plus, et les musulmans, qui sont complètement eux aussi divisés. Et ce qu'il faut juste dire, c'est que une personne comme Zemmour n'a pas lieu d'être écoutée. C'est une journalope, on voit bien que c'est un agent d'Israël, donc du coup c'est tout ce qu'il y a à dire en fait. Donc jamais se laisser rentrer dans un camp, il n'y a plus aucune équipe selon moi valable, plus aucun groupe de pensée générale qui vaut le coup d'être suivi, hein, si c'est que des idéologies morbides et mortifères. Donc je ne parle pas d'individualisme, mais de bien comprendre qu'on doit compter que sur nous-mêmes et que tout ce qu'on nous vend à l'extérieur comme idéologie générale, c'est mort, quoi, en fait. On ne va pas défendre la France, on ne va pas défendre les Blancs, on ne va pas défendre les musulmans en 2019, tout ça c'est mort, et depuis belle lurette. Donc, comme je vous disais, sur le général et le particulier, par exemple, on peut être contre, moi personnellement, en général, par exemple en France, il y a un grand remplacement, ça se voit, il suffit de regarder des photos de la France dans les années 70 et aujourd'hui, mais au niveau particulier, si j'habitais dans un pays pauvre, je voudrais pour ma famille un meilleur avenir et j'en veux absolument à personne en particulier, exactement comme ce que je vous dis sur les religions. Moi je n'ai aucune ambition de prôner telle religion, tel mode politique ou quoi, mais je peux discuter avec une personne de gauche, avec un musulman, avec un athée. L'essentiel c'est d'être de bonne volonté et c'est tout, quoi. Donc bien séparer toujours le général et le particulier, être toujours sceptique, c'est presque une... Si j'avais une religion à avoir, c'est le scepticisme. À notre époque, on voit que tout se casse la figure, donc tout ce qu'on nous propose, être vraiment sceptique et regarder qu'est-ce qui a marché dans le passé. C'est pour ça d'ailleurs que je m'intéresse à la tradition, c'est qu'il y a eu des grandes civilisations un peu partout dans le passé, et essayer de voir qu'est-ce qui faisait que ça marchait, pourquoi pas le reproduire dans le futur, faire le lien entre notre monde et un prochain monde qui sera plus humain et moins marchandisable. Donc voilà, on m'a posé aussi des questions sur la franc-maçonnerie et le sionisme. Donc pour moi, le sionisme, je ne vais pas trop en parler, non pas que j'ai peur d'aborder ce sujet, c'est que je m'intéresse vraiment pas du tout à la politique et à l'histoire du XXe siècle. Donc je ne peux pas vraiment donner mon avis. Tout ce que je peux dire, c'est que le sionisme, c'est l'eschatologie, le messianisme juif au niveau matérialiste, en fait. Et donc, comme je le répète tout le temps, tous les messianismes, c'est des hérésies, et c'est ce qui amène d'ailleurs les hommes à leur perte, hein, c'est de croire qu'il y aura une tradition avec un grand T qui va unir les gens sur Terre. Non, tout ça, c'est du noachisme ou du New Age, et ça, je vous renvoie à l'histoire de l'Atlantide ou de la tour de Babel, quand les hommes décident de se faire un langage unique, une religion unique, ça foire à chaque fois. Et comme je vous dis, le but c'est la vraie diversité, hein. Aujourd'hui on nous rabat les oreilles avec le terme diversité, mais la vraie diversité amène la qualité.
Et donc, comme dans la tour de Babel, il y a l'éparpillement des peuples pour recréer un cycle. Et moi, je pense que si nouveau cycle il doit y avoir, ça se fera par un éparpillement et par des petits groupes, quoi. Et dès qu'on commence à être plus je pense, allez, moi, je dis parce que je suis vraiment... je sais pas comment expliquer ça, à partir d'une dizaine de personnes, on est obligé de créer une espèce de mythe commun qui sera moins qualitatif, quoi. Plus le nombre est grand, plus le dénominateur commun est faible, quoi. Et bas. Voilà. Et donc voilà ce que je pense du sionisme. Et sur la franc-maçonnerie, pour moi c'est spéculatif, hein, la franc-maçonnerie de 1717, c'est un judaïsme pour Goy, hein. Vous voyez, comme dans l'Ancien Testament, il y a le roi Salomon qui veut construire son temple, il fait appel à des ouvriers étrangers. Et la franc-maçonnerie, c'est des goïs qui sont là pour construire le troisième temple, toujours dans cette perspective messianique et eschatologique, et qui va se casser la figure. Et ça va me faire rebondir sur un dernier point, c'est les points de désaccord que j'ai avec Guénon. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi l'Ancien Testament ne fait pas partie de la tradition primordiale. Et aussi, j'ai jamais trop compris pourquoi il était franc-maçon au XXe siècle. Et ça va me faire rebondir une nouvelle fois sur l'initiation et le maître spirituel. Un franc-maçon qui ne construit pas de beaux monuments, de belles églises, de belles mosquées, et qui est juste là à spéculer. Et c'est incomplet. Donc... c'est juste une économie de pensée de plus. C'est comme le néopaganisme, c'est que les êtres humains sont perdus, ils ont besoin d'idéologies collectives, et elles sont toutes viciées et corrompues à notre époque, quoi. Donc voilà, compter que sur soi-même, sur soi et ses proches, sur les gens de bonne volonté, et arrêter de croire à la politique, à l'économie, parce que tout va... Là, c'est calculable avec des chiffres, tout va exploser, quoi, en fait. Donc, essayer de rester droit au milieu du chaos et de ne pas devenir fou, c'est déjà pas mal avant de vouloir être initié, ou avant de vouloir des projets et imposer aux autres des idéologies qui sont bancales, quoi. Voilà, donc j'espère que j'ai un peu répondu, c'est très rapide, hein, bien sûr, c'est dommage qu'on ne soit pas dans les conditions du live, parce qu'on aurait pu interagir ensemble, mais voilà, vous avez à peu près ma pensée, et la chose que je veux absolument vous répéter, c'est que avant de faire des audios sur YouTube, j'ai écrit 10 livres, et 30 articles, et d'ailleurs qui sont bien plus précis, souvent bien plus mal pensants d'ailleurs, parce que des fois on me reproche de ne pas parler de certains sujets, mais sur YouTube, j'ai pas envie d'être striké, hein. Je suis venu sur YouTube pour amener les gens justement à lire mes écrits. Donc quasiment toutes les questions qu'on m'a posées, j'y ai répondu vraiment en détail dans tous mes livres, donc n'hésitez pas à aller vous procurer mes livres, vous verrez que je réponds plus ou moins à toutes ces questions bien plus précisément, quoi. Et sachant aussi que je suis quelqu'un de l'écrit et de la lecture, donc du silence, et que le passage de l'écrit à l'oral est vraiment très difficile pour moi, et je trouve que je m'exprime bien mieux par écrit que par oral. Voilà, donc écoutez, je vous dis à la prochaine sur cette chaîne. La prochaine audio, je la ferai sur Nemrod et la tour de Babel, parce qu'on me l'a demandé, mais de toute façon, j'avais prévu de faire, parce que comme là, je l'ai dit tout à l'heure, ça renferme énormément de symbolisme et d'informations qui se retrouvent à notre période. On est à une période babélienne, quoi, donc ça peut être vraiment intéressant de revoir ce mythe de la tour de Babel et sur le personnage de Nemrod. Donc je posterai ça, je sais pas, d'ici une semaine ou deux. Et voilà, donc portez-vous bien. Je vous mets comme d'habitude l'adresse du blog du Tipeee. Et je vous dis bonne continuation à tous.